Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars de films d'action, à savoir Scott Adkins. Je suis Aurel et comme d'habitude, je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun des films, je donne donc 4 notes, vous le savez, en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs, avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Adkins. Nous avons donc ainsi 4 fois 5 points à répartir pour obtenir une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Et dans le dernier épisode, nous nous étions quittés sur un 3e tournage en 3 mois pour le début de l'année 2015, une année particulièrement productive pour Scott qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin, avec un 4e tournage pour entamer le second semestre de l'année, et pas des moindres, puisque comme annoncé à la fin du dernier épisode, et après 6 années d'absence, il est temps de faire de la place pour le retour de l'imposant Yuri Boyka avec le 4e volet de la franchise Undisputed, sobrement intitulé Boyka Undisputed. Mesdames et messieurs, nous avons prévu quelque chose de spécial pour vous ce soir. C'est la chance de ta vie. Tu gagnes et t'as ta place en première ligue. Je ne perdrai pas. Faites du bruit pour Yuri Boyka! L'homme que j'ai combattu hier, ils l'ont emmené à l'hôpital. Comment il va? Il est mort. Il avait une famille, est-ce qu'il avait une femme? Des enfants? Vous me devez énormément d'argent. Je suis venu de très loin pour vous parler. Si je te vois encore une fois essayer de lui parler, je devrais te tuer. Si c'est le salut que tu cherches, la violence ne t'aidera pas à le trouver. Tu vas te battre et Alma sera ton prix. Vous croyez que je suis à vendre? Votre liberté sera ma récompense. C'est une bête sauvage, un tueur sans foi ni loi, le meurtrier de ton mari. Alors, vous êtes venu jusque-là pour me sauver? Non, c'est moi que je suis venu sauver. Ce que je veux, moi, c'est du spectacle. Fais-le venir, ton putain de champion. Petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours de route. Bon, déjà, qu'est-ce que vous attendez pour tout reprendre depuis le début? Franchement, on est bien, c'est un bon podcast, dites-moi. La saga Un seul deviendra invincible ou Undisputed a démarré en 2002 sous la caméra de Walter Hill avec Wesley Snipes et Ving Rhames dans les rôles principaux, avant de devenir une petite franchise d'action pour le marché vidéo sous la houlette de l'inévitable Isaac Florentine. D'abord grand antagoniste du second volet face à Michael J. White en 2006, le personnage de Yuri Boyka, interprété donc par Scott Adkins, devient le personnage principal du 3e volet sorti en 2010. Et 6 ans plus tard, qu'est-il advenu du combattant le plus complet du monde? C'est ce que nous allons voir en nous attaquant dès à présent au scénario. Après 2 opus passés dans une geôle russe, Boyka est enfin un homme libre qui tente de percer au sein de la Ligue ukrainienne de combat libre tout en se rachetant une conscience pour ses mauvaises actions passées, en achetant notamment des bibles pour les églises locales. Il faut dire que Boyka est particulièrement tourné vers la foi pour repentir ses fautes, un peu comme tout bon criminel. Toujours est-il qu'à présent, il est suivi par un manager qui lui propose un combat qui lui permettrait d'atteindre une grande ligue officielle européenne et ainsi vivre pleinement et légalement du don que Dieu lui a offert, à savoir être le combattant le plus complet. Alors qu'il domine largement le combat, son adversaire Victor ne veut pas se coucher et Yuri finit par le tuer accidentellement. Particulièrement atteint par cet homicide involontaire, Yuri va alors, contre les conseils de son manager, se rendre en Russie malgré son statut de fugitif dans le pays de Vladimir, afin d'obtenir le pardon de la femme de Victor. Sur place, il va s'apercevoir que celle-ci est obligée de travailler dans le club de combat clandestin du terrible Zourab, et après avoir mis au tapis l'intégralité de ses hommes de main, va accepter de mener plusieurs combats permettant à Alma, donc la femme de Victor, d'éponger les dettes de son défunt mari. Derrière cette histoire d'une naïveté confondante se cache une nouvelle fois David N. White, scénariste maison de chez New Image, déjà derrière les 2 films précédents, accompagné du producteur / homme à tout faire Boaz Davidson, dont c'est ici la toute dernière contribution à la plume. Après le championnat de prison interne, le championnat de prison international place au championnat clandestin de discothèques miteuses sur fond de repentance et de religion catholique. C'est toujours prétexte à enchaîner les scènes de combat dans un ring tel un jeu vidéo, mais ça a au moins le mérite de faire sortir le personnage des prisons russes, de développer un peu plus son axe
Chris, et même de lui faire tenir une arme à feu pour la première fois pour défendre sa cause. C'est probablement le film où le personnage d'ailleurs est le mieux développé, bien que tous ses états d'âme soient surlignés avec la finesse d'un Godzilla dans un Legoland, mais c'est largement au niveau du volet précédent pour lequel j'avais étonnamment d'ailleurs attribué une note scénario de 3 sur 5. Difficile clairement d'aller plus haut, mais aussi plus bas, donc je vais attribuer à nouveau 3 sur 5 pour le scénario. Après avoir assuré la réalisation des 2 volets précédents, Isaac Florentine, je change à chaque fois mais vous m'en excuserez, doit ici se cantonner à un rôle de producteur exécutif afin de pouvoir rester au chevet de sa femme Barbara, malade et qui décédera malheureusement 2 ans plus tard. Il laisse donc sa place au réalisateur Todor Chapkanov, un bulgare né en 77 et spécialisé dans les téléfilms pour UFO Distribution et la chaîne Sci-Fi, avec des titres aussi ronflants que Thor et le marteau des dieux, Twister Apocalypse, Miami Magma ou encore La légende des crânes de cristal. La photo est signée du technicien local Ivan Vatsov, puisqu'évidemment toute la production de ce film New Image se fait dans les habituels studios bulgares, là où tout le monde a ses petites habitudes. On retrouve d'ailleurs l'éternelle monteuse Irit Rats, mais aussi le compositeur Stephen Edwards à l'œuvre sur le second volet, mais aussi sur l'infâme Close Range dont je vous parlais dans l'épisode précédent. L'aspect très DTV New Image se fait particulièrement ressentir avec cette photo numérique assez saturée et une utilisation habituelle des spots lumineux des rings de combat. Après, soyons très honnêtes, on y trouve clairement ce que l'on vient chercher dans ce genre de film, à savoir une mise en scène au service des combats. Et tous les angles de caméra sont ici au service de la castagne et sont plutôt bien choisis. On a aussi des ralentis bien placés et de belles chorégraphies qui sont assurées une nouvelle fois par Tim Mann, que l'on avait découvert sur un autre film très porté sur la bagarre, à savoir Ninja 2. Il faut dire qu'une grande partie du temps de tournage est consacrée à ces temps de baston, avec une moyenne de 2 jours de tournage à 12 heures par jour par séquence de combat. C'était un homme bien et un vrai combattant. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On était ensemble depuis l'âge de 16 ans. C'est tout ce que je sais. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je parle. C'est l'enterrement de mon mari aujourd'hui. Il est mort. Il n'y a plus rien d'important. À part bien sûr que vous me devez énormément d'argent. Je travaillerai pour vous, le prêt sera remboursé. Jusqu'au dernier rouble. Laissez-moi vous aider un peu. Je peux vous rendre la vie beaucoup plus facile. Même si le produit a toujours une bonne gueule de téléfilm pas toujours très beau à voir, il m'a laissé l'impression d'être peut-être le plus soigné de la saga d'un point de vue mise en scène et direction artistique, avec déjà moins de tics de mise en scène à la Isaac Florentine et un décor qui change un petit peu de la prison russe délabrée. Et c'est pour ces raisons que je vais lui accorder une note réalisation plutôt généreuse de 3,5 sur 5, soit un demi-point de plus que les opus précédents. Côté casting, on a droit à essentiellement 3 véritables personnages qui nécessitent un vrai jeu d'acteur, à savoir Alma, la veuve de Victor, et dont Boyka va rechercher le pardon par tous les moyens, qui est interprétée ici par l'actrice bulgare Teodora Diovnica, que nous avions croisée dans The Shepherd avec Jean-Claude, et qui n'a rien fait de bien notable depuis. Nous avons ensuite le fameux manager, Kirill, qui est campé par l'acteur Paul Shaidi, une sorte de mélange entre Danny DeVito et Paul Giamatti, made in Iran, et que l'on a pu croiser, si l'on n'a pas cligné des yeux, dans Coup de foudre à Notting Hill ou encore dans le sympa The Voices de Marjane Satrapi. Le grand méchant Zurab, une sorte de copie conforme du Gaga interprété précédemment par Mark Ivanir, est joué par l'acteur israélien Alon Aboutboul, que venait de croiser le réalisateur Todor Chapkanov sur une autre production New Image, enfin dans sa version premium, à savoir Millennium Films, avec La Chute de Londres, où le réalisateur bulgare officiait comme réalisateur de seconde équipe. Faut pas rigoler non plus. Côté combattant, parce que c'est tout de même là que se trouve le plus intéressant, on va commencer par un petit Frenchie né à Millau, un certain Emilien De Falco, un acteur cascadeur qui a fait ses armes sur Banlieue 13 Ultimatum, avant de jouer les doublures de Bren Foster sur la série The Last Ship, et surtout de Jean-Claude Van Damme sur la très bonne série Jean-Claude Van Johnson, et sur le moins fameux film Kill 'Em All. De Falco a commencé le taekwondo à l'âge de 7 ans, et comme beaucoup, il s'est passionné enfant pour les films de Bruce Lee, JCVD, Stallone ou Schwarzenegger, ce qui l'a poussé à tenter de vivre son rêve américain, et de devenir aujourd'hui une sorte d'influenceur qui gère une salle pour préparer justement les scènes d'action des films. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il a, je pense, à peu près 600 000 abonnés sur son compte. C'est Isaac Florentine lui-même, en sa qualité de producteur, qui lui a fait décrocher le rôle de Victor, 5 ans après une première rencontre dans un atelier de théâtre. Il se soumet alors aux chorégraphies toujours prévisualisées par Tim Mann,
qui assume encore une fois un petit rôle de combattant aux côtés d'Andreas Nguyen dans un combat mémorable à 2 contre le seul Boyka. Je reviendrai probablement sur Nguyen dans un prochain épisode parce qu'on n'a pas fini de le croiser. Autre combattant, autre Frenchie en la personne de Brahim Cham, né dans le Val d'Oise cette fois-ci, qui maîtrise plusieurs arts martiaux comme l'aïkido ou le karaté et qui a fait ses gammes en s'envolant pour la Thaïlande à l'âge de 22 ans. Nous en parlions dans l'épisode sur Ninja 2. C'est lui qui a assuré la doublure cascade de Scott, mais aussi le rôle de coordinateur de cascade avec Tim Mann, qui lui se focalisait plutôt sur l'aspect combat. Ici, Brahim incarne Igor Kazmir, un combattant attitré du club clandestin dans lequel Boyka s'infiltre pour sauver Alma. À noter d'ailleurs que notre Brahim national a depuis endossé le rôle de coordinateur de combat sur le Monkey Man de Dev Patel, donc c'est pas rien, un gros film d'action qui a bénéficié d'une belle couverture médiatique lors de sa sortie en 2024. Enfin, le tout dernier combat du film se fait d'ailleurs un peu au chausse-pied contre l'énorme cauchemar avec un K, campé par cette énorme montagne de muscles qui est Martin Ford, dont c'est la première apparition au cinéma et qu'on n'a pas fini de croiser dans ce podcast. Alors pour ceux qui ne verraient pas très bien de qui il s'agit, imaginez Nathan Jones, l'ancien catcheur qui jouait Rictus Erectus dans Fury Road et Furiosa. Vous lui ajoutez des tatouages de la tête aux pieds et vous avez Martin Ford. De quoi nous promettre un grand moment de brutalité pour un combat qui s'avérera malheureusement un peu bâclé par rapport à ce que l'on pouvait en attendre. Vous avez assisté à son dernier combat. J'étais avec lui. J'étais avec lui sur le ring à Kiev. C'était un accident. Il fallait que je vienne pour vous dire que s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Oui. Oui, vous pouvez faire quelque chose. Ramenez-le-moi. Vous pouvez faire ça? On se retrouve donc avec 2 catégories de comédiens. D'un côté, les acteurs qui clairement ne sont pas là pour aller chercher l'Oscar mais font plutôt le job, et les combattants de l'autre qui sont là pour combattre. D'un côté, ça joue plutôt correctement, peut-être même un peu mieux d'ailleurs que dans les épisodes précédents, et de l'autre, ça varie quelque peu selon le personnage, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qu'on leur demande, et du côté des combats, le job est largement fait. Pour tout ça, je vais accorder donc une note casting à 2,5 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Toujours aussi motivé à incarner son personnage phare, Scott va une nouvelle fois activement et physiquement se préparer à reprendre le rôle plusieurs semaines avant le début du tournage en Bulgarie. Déjà pour retrouver l'imposante présence physique de Boyka et pour être prêt aussi à assumer l'intensité physique d'un tel tournage. J'en avais parlé précédemment, Tim Mann est un adepte de la prévisualisation, ce qui veut dire que les combats doivent être longuement répétés afin de préparer en amont les plans qui seront filmés et mis dans le film. Et des combats, il y en a beaucoup dans le film. Ils sont parfois longs, et surtout il y a peu de temps au repos dans la mesure où le budget ne permet pas de d'occuper le décor ni de payer les équipes techniques trop longtemps. Et à ce moment-là, Scott a déjà 39 ans et commence à sentir que physiquement, tout devient un peu plus compliqué qu'au début de sa carrière. Mais malgré tout, force est de constater que le résultat est là et qu'il parvient même à proposer de nouvelles choses martialement, là où on pouvait craindre une certaine forme de redite, notamment par rapport à ce qu'on a pu voir sur les autres films. Du côté de son jeu, même si vous ne l'entendez pas dans les extraits en français, il garde son célèbre accent russe inspiré du grand méchant de Rambo 3, et on sent qu'il tente d'aller chercher un peu plus d'émotion et de profondeur dans la quête de rédemption du personnage. C'est tout à son honneur, même si tout ça reste au niveau d'une série B d'action tournée pour New Image. On sent énormément l'amour de l'acteur pour son personnage qui lui a donné énormément de sa notoriété, le personnage dont tous les fans lui parlent en lui réclamant une nouvelle suite à la saga. C'est donc de ce point de vue-là que commence le combat aussi de Scott contre le piratage, parce que malgré la popularité de Boyka à travers le monde, les films, eux, ont beaucoup de difficultés à générer du cash par la vente de DVD, le petites exploitations en salle, les locations, les achats en VOD, parce que le film se retrouve très facilement en fait sur les réseaux parallèles, les téléchargements, et c'est ce qui explique qu'à ce jour, aucune suite n'ait vu le jour 10 ans après le tournage du 4e et dernier épisode. J'étais un homme aigri. J'étais plein de colère et de haine. Jusqu'à ce que Dieu me montre la voie. J'ai combattu des centaines de fois. Des centaines. Dans des salles infectes, jusqu'aux bas-fonds les plus sombres, des plus immondes prisons qu'on puisse imaginer. Mais j'ai jamais perdu de vue le don que j'ai reçu de Dieu. Et un beau jour, Dieu a ouvert les portes
mort devant moi et m'a donné la chance de montrer au monde l'homme que je suis vraiment. Il m'a testé et moi je n'ai aucune intention de le laisser tomber. Alors, sur le ring, avec Victor, je n'ai pas vu un homme. Je n'ai pas vu un mari. J'ai seulement vu quelqu'un qui se tenait entre moi et mon rêve. Grâce à sa performance, Atkins va recevoir en 2017 le prix du meilleur acteur de film d'action aux Jackie Chan Awards, tandis que le film va récolter également un prix pour ses combats. Et c'est vrai qu'il est toujours aussi investi et physiquement imposant dans son rôle qui lui va si bien. Je vais donc, comme sur l'épisode précédent, lui accorder la note Atkins de 4,5 sur 5. Et un total de notes qui atteint ainsi 12,5 sur 5, soit un demi-point de plus que Undisputed 3, qui perd donc sa deuxième place au profit de ce dernier épisode généreux et fait par une équipe qui se connaît bien et aime sincèrement ce personnage. Du changement sur le podium, dis donc, ça faisait longtemps et ça fait du bien. Voyons à présent si le prochain film sera de la même veine. Et donc nous sommes toujours en 2015, et Scott va prendre quelques jours de vacances bien méritées sur la plus belle île du monde, que dis-je, le plus beau pays du monde, à savoir la Sardaigne, histoire de se remettre les vertèbres en place avant de rentrer chez lui en Angleterre, pour retrouver un réalisateur qui semble déjà beaucoup l'apprécier, à savoir James Nunn, 2 ans après leur collaboration sur Hooligan 3. C'est d'ailleurs à ce moment-là encore le dernier long métrage du réalisateur, avant le film qui nous intéresse, à savoir Eliminators. Voilà, ma princesse. Bonne nuit. Papa! Carly, la coke! Où est-ce qu'elle est, la coke? Écoutez-moi, les gars, vous devez vous tromper d'adresse. Non, mec, on se trompe pas du tout. Non, faites pas ça, non. Je suis désolé, mec. Je vous laisse la regarder. Et tout le voisinage est en état de choc. Martin Parker, propriétaire et père de famille, a décidé de faire sa propre loi. Où est-il? Ma photo passe sur toutes les chaînes. Mais où est-ce que t'es? Et je suis menotté à un putain de lit. Il faut que tu me sortes de là tout de suite. Oui, c'est très important. Tom s'est échappé de l'hôpital. Ils ne savent pas où il est. Et Carly? Transféré dans un endroit plus sécurisé. N'aie pas peur. Je m'appelle Charles. Monsieur Bishop, c'est Charles Cooper. Martin Parker. Son vrai nom, c'est Mackenzie. C'est un ancien agent fédéral. Délai imposé. Immédiat. C'est double tarif dans ce cas-là. Fruit d'un deal entre James Nunn et la WWE, la célèbre fédération américaine de catch, qui profite alors des temps de repos de ces stars du ring pour rentabiliser toujours plus leurs droits à l'image, Eliminators est le premier d'une série de 3 films, un par an, destinés au marché de la vidéo que Nunn poursuivra avec The Marine 5 et The Marine 6, mettant en vedette ce qui est pour moi l'un des plus insupportables personnages de la ligue de catch, et un bien mauvais acteur par la même occasion, à savoir Mike Mizanin, dit The Miz. Mais bon, là n'est pas le sujet, et explorons sans plus attendre le scénario de ce Eliminators. Nous suivons ici le personnage de Martin, un agent de sécurité veuf qui vit seul avec sa fille, qui doit avoir 7-8 ans, qui se fait agresser un soir chez lui par 3 malfrats cagoulés en recherche d'une livraison de cocaïne. Pas de bol, ces 3 lames parmi les moins aiguisées du tiroir se sont trompées d'adresse. Encore moins de bol pour eux, Martin est en fait Thomas, un ancien agent fédéral américain surentraîné qui va dessouder nos 3 bonhommes avant de se faire arrêter pour soupçon d'assassinat. Sa photo va alors faire le tour des journaux télévisés et donner des informations sur son lieu d'habitation à un riche malfrat qui semble avoir une dent contre lui et engage alors un dangereux assassin pour le retrouver. Le scénario est signé Bobby Lee Darby et Nathan Brooks, 2 types issus de la maison WWE qui avaient jusqu'alors signé les scripts de 2 autres films de la firme, à savoir See No Evil 2 et 12 Rounds 3 Lockdown. Pas de quoi attendre grand chose donc de ce type de produit, et le résultat final est très classique, se basant sur un jeu de chat et de la souris entre l'ex-agent fédéral et le chasseur de primes, Bishop, tandis qu'en parallèle, nous en apprenons un peu plus au fil du film sur le passé de Thomas et ses liens avec Cooper, le grand méchant du film. C'est clairement une histoire que l'on a déjà vue 1000 fois et qui sert de prétexte à développer des scènes d'action et à préparer la confrontation entre les combattants en tête d'affiche, sur lesquels je reviendrai juste après. En conséquence, et pour combler un peu les trous, on a droit à beaucoup de scènes de déplacement de personnages, histoire de gagner un peu de temps quand on a trop peu à raconter, ce qui vient malheureusement plomber un peu le rythme du film. Au final, sans être original, c'est une course-poursuite malgré tout qui se tient et qui a pour elle d'éviter d'en faire trop et qui réserve quand même quelques surprises. On est dans du classique, dans la moyenne, mais pas beaucoup plus. J'ai donc lui accorder une note scénario de 2 sur 5.
Je vous le disais en préambule, le film est réalisé par James Nunn, dont c'est le 3e long métrage après Tower Block et Hooligan 3, ce qui est déjà pas si mal pour un réal qui n'a pas encore 30 ans au moment du tournage. Il est ici accompagné de Luke Bryant à la photo, un technicien issu de la télé et de la série B à Z, comme UFO avec Jean-Claude Van Damme, et qui continuera à travailler avec Nunn, bon pas James Gunn mais James Nunn, sur la saga The Marine dans les 2 années qui suivront. À l'image, le résultat est quelque peu mitigé, même si une fois encore on garde bien en tête que l'on est sur du petit budget à destination du marché de la vidéo, mais malgré tout on garde la sensation d'une image très plate, blindée de problèmes de lumière, de surexposition, qui évoque malheureusement plus un épisode de l'inspecteur Barnaby qu'un vrai film d'action comme on les aime. La musique signée du Canadien Claude Foissy est au diapason et sent un peu trop le synthétiseur, même dans ses sons de guitare électrique. Ça sonne un peu même parfois à côté de son sujet sur certaines scènes, notamment la scène de l'agression au début du film. Il faut dire que le monsieur il compose à la chaîne sur ce genre de produit et il compte dans son CV des titres aussi ronflants et des titres que j'aime beaucoup, vous avez l'habitude maintenant, comme Robocroc, RoboShark ou encore Lake Placid versus Anaconda. Mais je tiens quand même à noter qu'il est aussi derrière la musique de l'excellente série des 4400, du très bon film d'horreur indé Pontypool, et qu'il a aussi beaucoup travaillé sur la saga des Tours Mortels. Bon, malgré tout cela, le film conserve un rythme suffisamment important pour maintenir l'intérêt et l'attention du spectateur en raison de sa générosité dans l'action et de quelques bonnes idées, comme le fait de vouloir mettre en valeur la skyline londonienne, ce qui donne de jolies scènes d'exposition nocturne. Il y a également une autre bonne idée, celle de mettre en scène un combat enfermé dans le téléphérique londonien, qu'ils ont tourné de nuit pendant la fermeture du service. La scène offre plein de promesses, mais elle semble vraiment limitée par son concept et surtout les moyens du film, et la courte durée de la chose a quelque chose de très frustrant. Les combats, eux, sont plus que corrects, et on comprend vite, puisque Scott a imposé son homme de confiance, une nouvelle fois, Tim Mann, à la chorégraphie des combats. L'occasion pour lui de confronter le style très aérien de Scott Adkins aux prises de catch indissociables de la maison de production. Ça va nous donner des combats originaux et plutôt spectaculaires. C'est là où Tim Mann d'ailleurs offre une nouvelle fois un certain avantage au réalisateur, dans la mesure où il s'occupe en amont des chorégraphies, des angles de caméra avec ses prévises, et donc de la répétition des acteurs, ce qui est pratique quand on sait que les 2 principales grandes scènes de combat ont bénéficié seulement de 2 jours et demi de tournage, pas plus. Vous avez l'air pressé? Ouais, on peut dire ça. Y a un endroit où je peux vous déposer, cher monsieur? Allez vers le sud. Vous êtes américain, hein? Toujours pressé, comme d'hab. De quel état? D'un peu partout. Vous êtes en vacances? Quoi? Est-ce que vous êtes en vacances? Je connais des tas de bons restaurants. Vous aimez manger italien? J'ai un pote qui a un super resto juste au bord de l'eau. Il fait des spaghettis, des pâtes à la carbonara. Eliminator souffle donc un peu le chaud et le froid. C'est un film assez généreux dans ce qu'il veut mettre à l'image, filmé et monté assez proprement, mais qui souffre malheureusement d'une photo assez moche et d'un rythme en demi-teinte. Même si ça reste un film pas déplaisant à voir, vraiment, je l'ai trouvé visuellement en dessous d'un Hooligan 3 par exemple, pour qui j'avais donné 3 points. C'est pourquoi je vais lui accorder une note réalisation de 2,5 sur 5, et je vais vous proposer de passer maintenant à son casting. Comme d'habitude, je vais surtout m'attarder sur les personnages principaux, ce qui me fait malheureusement écarter les rôles féminins se résumant à l'assistante du méchant jouée par Olivia Mass et l'assistante sociale qui prend en charge la fille de Thomas pendant tout ce foutoir, qui est interprétée elle par Ty Glazer, une comédienne également britannique passée longuement par la série Holby City comme un certain Scott Adkins. Toutes deux s'en sortent très bien mais bénéficient d'un temps de présence à l'écran et d'un rôle dans l'histoire bien trop limité. Ensuite nous avons Ray, l'allié de Thomas, qui va tout faire pour l'accompagner et l'aider pour protéger sa fille et lui faire échapper à son assassin. C'est un rôle qui échoue à Daniel Caltagirone, que l'on a quand même pu apercevoir dans Légionnaire avec Jean-Claude Van Damme, La plage de Danny Boyle, Le pianiste de Roman Polanski ou encore Tomb Raider 2, Le berceau de la vie. Je dois vous avouer que je n'ai pas été marqué par son jeu ou par son charisme, les deux ne parvenant pas à dépasser le rôle-fonction qui lui a été attribué. On retrouvera par contre bien plus de charisme chez James Cosmo, qui incarne le grand méchant Cooper et dont la voix grave et la prestance donne un peu plus de cachet au film, vraiment. Cosmo, c'est un acteur anglais à la carrière bien fournie, on a 224 apparitions quand même à l'écran, c'est pas rien, dont je vous ai choisi quelques morceaux, puisqu'il était Angus MacLeod dans Highlander, on l'a aperçu dans Braveheart, Trainspotting 1 et 2, Wonder Woman, ou encore un épisode de l'inspecteur Barnaby, ça ne s'invente pas. Quoi qu'il en soit, je le trouve moi parfait dans ce rôle, rien que sa physicalité à l'écran l'impose tout de suite comme un chef mafieux vraiment crédible. Il me reste alors un rôle à vous présenter, forcément, celui de l'assassin
Bishop, dont hérite inévitablement un catcheur en la personne de Wade Barrett, ou de son vrai nom Stuart Bennett ou Stu Bennett. Vous pouvez le retrouver des deux façons. Barrett est un géant de 2 mètres de haut pour 110 kg, qui doit à l'époque se remettre d'une blessure qui le prive de combat pour 5 mois, mais c'est quelqu'un qui avait déjà fait l'acteur aux côtés de Colin Farrell et Noomi Rapace dans le film Dead Man Down, et qui va poursuivre un peu plus tard dans 2 films, notamment une saga, I Am Vengeance de Ross Boyask. Pas facile à dire. Ce n'est clairement pas un acteur à proprement parler, son jeu est assez monocorde, surtout qu'on lui demande d'avoir l'air méchant, lui qui pourtant a un visage assez sympathique, mais il assure malgré tout quelques scènes de combat contre Atkins qui sont plutôt intéressantes, et après tout, c'est ce qu'on lui demande. Ouais. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bonne nouvelle, inspecteur. Vous allez avoir beaucoup moins de boulot. Quoi? Le dossier Parker est clos. Qu'est-ce que c'est que cette blague? On vous a retiré l'enquête. Il y a 3 policiers qui sont à l'hôpital à cause de cet enfoiré. Ouais. Il y a aussi 3 cadavres au frigo. C'est mon enquête. Plus maintenant. Et cet ordre vient directement du sommet. Intervention diplomatique. Non. C'est d'abord de la pure connerie. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça. Merde. Chier. Vous l'avez compris, à part la prestation de James Cosmo, personne ne marque vraiment par son implication et son jeu. Tout le monde assure ce qu'il lui faut de fonctionnel pour prendre son chèque, sans que personne ne vienne trop cabotiner non plus. Je vais donc attribuer une note de 2 sur 5 au jeu d'acteur et passer à présent à l'acteur qui nous intéresse vraiment. I'm the most complete fighter in the world. Alors ça y est, nous sommes définitivement dans la période de la carrière de Scott où tout le film repose sur l'acteur en tant que tête d'affiche. Ce qui est ici très flagrant puisque le film commence sur lui, sur sa petite fitness routine matinale, et même une petite scène de douche, histoire que tout le monde puisse se rendre compte qu'il y a quelques semaines encore, c'était lui, Yuri Boyka. Il a le droit surtout ici à un personnage un peu inédit puisque veuf avec un enfant à charge. Les fans les plus hardcore ou les types qui écrivent des podcasts sur l'acteur auront remarqué que les photos de sa défunte épouse qu'il regarde au début du film sont celles de Lisa, la véritable épouse de l'acteur. Une fois de plus, il est impliqué, sérieux, plutôt bien dirigé cette fois-ci, et on cherche pas trop à lui en tirer non plus, ce qui est un plus quand on regarde des films d'action avec des acteurs calibrés pour l'action. On pourra peut-être juste regretter qu'un réalisateur britannique qui situe son action à Londres lui demande de gommer son accent anglais pour lui faire incarner un ex-agent fédéral américain. Mais j'imagine que derrière il y a la WWE qui devait avoir certaines exigences. Martialement, ça marche bien également, même si j'ai dit tout à l'heure la scène du téléphérique contre 2 petites frappes qui ne savent pas encore ce qui les attend est un peu frustrante. L'acteur peut se rattraper par contre non pas avec 1 mais 2 combats contre Wade Barrett. Un premier sur le port qui est donc nous offre la première confrontation de style entre le MMA aérien de Scott et les prises de catch de Wade Barrett. Ça fonctionne plutôt bien, c'est spectaculaire et ça finit par un très joli salto arrière achevé par un double coup de pied dans la poitrine qui envoie le géant catcheur dans la Tamise. Les deux vont ensuite se retrouver dans le décor final, corps de ferme plein de structures bois très pratiques pour tout fracasser, où Scott va nous gratifier de l'un de ses coups de pied retournés latéral dont il a le secret. On dirait que c'est comme l'une de ces grandes maximes du monde. Je suis riche et puissant. Et pourtant, je cherche quelque chose que je ne peux plus avoir. Emma était ce que j'avais de plus important au monde. Quand j'aurai retrouvé ma petite fille, je ferai en sorte que son père ne soit plus qu'un lointain souvenir. Eliminator n'est pas le titre le plus connu de la carrière de Scott ou même de James Nunn. Pourtant, l'acteur s'en sort bien sans faire trop d'efforts. Il joue juste, il se bat juste, sans rien apporter de nouveau à sa palette, sans avoir non plus à en faire trop physiquement, surtout en comparaison du film précédent. Je vais donc lui accorder une note Atkins à 3,5 sur 5. Et avec sa note totale de 10,5 sur 20, le film arrive curieusement au même niveau qu'un certain Hooligan 3 de James Nunn. Donc il va me falloir les départager, c'est pas si simple, puisque l'un et l'autre sont assez proches. Je donnerai toutefois un léger avantage à Hooligan, qui s'en sortait très bien malgré son statut de suite au rabais, et qui offrait un peu plus de générosité dans ses combats. Voilà qui place Eliminator, pas désagréable du tout, à une honnête 10e place dans notre petit classement. Il est temps de terminer ce marathon de tournage de l'année 2015 en beauté, avec un film que Scott a maintes fois refusé, trop intimidé par l'héritage lourd de son héros, Jean-Claude Van Damme, mais qu'un chèque suffisamment important finira par convaincre. Symbolisant une époque où l'univers
Universal cherche à faire revivre ses vieux succès à pas cher pour le marché de la vidéo, le film qui va nous intéresser à présent est ce que l'on peut qualifier un gros morceau à plusieurs égards. Et oui, en effet, il est grand temps de nous intéresser, enfin, à Chasse à l'homme 2. I'm putting together something special. A one-off fight in Miramar. Where's the ring? You're standing in it. 100 square miles of jungle. What is this? The ultimate challenge. Hunting your equal. We have an exceptional opponent. Why did you run home to Mama? They're called hard targets for a reason. Target 2. Own it on Blu-ray, DVD and digital HD. Le premier Chasse à l'homme est un film qui n'est plus à présenter, surtout si vous suivez ce podcast et que vous aimez Jean-Claude Van Damme et les coupes mulets. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le camarade Benjamin l'avait placé tout en haut de sa liste du classement Van Damme Express. Première incursion du génial réalisateur hongkongais John Woo après son magnum opus Hardboiled sorti en 1992, soit un an avant Chasse à l'homme. Le film avait rapporté 74 millions de dollars lors de sa sortie pour un budget de 18. Surtout, il est resté dans le cœur de beaucoup de spectateurs jusqu'à devenir, disons-le, plutôt culte avec son histoire de chasse au SDF organisée par des personnes un peu trop fortunées et un peu trop en mal de sensations. Un scénario que l'on devait à Chuck Farrer qui venait de signer le script du Darkman de Sam Raimi. Mais alors que va nous raconter cette suite que personne n'attendait ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Crédité de 3 scénaristes oubliés, Chasse à l'homme 2 nous narre les mésaventures de Wes Baylor, un ancien combattant professionnel parti se cacher en Thaïlande après avoir accidentellement tué son meilleur ami au cours d'un combat. Ça me rappelle quelque chose. À Bangkok, il noie son chagrin dans l'alcool et vivote en expédiant des combats clandestins, jusqu'au jour où il attire l'attention d'un richissime homme d'affaires qui lui promet un énorme chèque en l'échange d'un dernier combat, de quoi se rattraper du malheureux accident en offrant une belle maison à la famille de son défunt meilleur copain. Tout ça est bien gentil et bien joli, mais une fois sur place, il se rend compte qu'il est le seul combattant et qu'il va surtout servir de cible à une bande de dégénérés trop friqués pour leur bien. C'est ainsi que démarre la nouvelle Chasse à l'homme. Et pour nous pondre une idée des personnages si originaux, il fallait au moins 3 scénaristes à rémunérer, en l'occurrence les inconnus Matt Harvey, Dominic Morgan et George Wang, futurs scénaristes et réalisateurs de Weekend à Taipei. Sans surprise, tout cela est au niveau du pédigré des bonhommes, avec une bande de chasseurs dans lesquels on retrouve un personnage féminin forçant un peu trop sur le badass, un père emmenant son fils pour lui montrer ce que c'est que d'être un vrai bonhomme, il va même jusqu'à tenter de violer une femme sous ses yeux, une espèce de youtubeur concepteur de jeux vidéo pas très malin, ou encore un chasseur / combattant / toréador en pantalon moulant. Tout ceci commandé par un ersatz du personnage de Lance Henriksen dans le premier film, et de son homme de main obéissant. C'est difficile parfois de ne pas rire face à certaines résolutions, comme cette armée d'un petit pays peu regardant sur la morale qui accepte de retourner sa veste en échange d'un sac de rubis, et surtout un happy end d'une naïveté confondante puisque, spoiler alerte, notre héros finira par s'en sortir grâce à l'aide d'une jeune fille qui traîne par là et de son frère lui aussi pris en chasse, et il va pouvoir donc offrir cette fameuse maison à la veuve de son meilleur ami qui, face à tant de considérations matérialistes, lui offrira enfin son pardon. Notre héros se paiera aussi une scène qui accompagnera tout le générique de fin dans lequel il s'offrira un peu de tourisme dans Bangkok, sans aboutissement particulier, juste le filmer dans Bangkok. Une scène très très curieuse. Bon, qu'on se le dise, tant de bêtises, ça frôle parfois le génie. J'en veux pour preuve cette scène où un personnage secondaire va se sacrifier pour le héros alors qu'ils se connaissent littéralement depuis quelques heures. On peut ajouter à ça les clichés des différents personnages, particulièrement chez les méchants, et franchement, il va être difficile pour vous de vous ennuyer à la vision des péripéties de toute cette petite bande. En récompense, du coup, je vais accorder un 2 sur 5 en notre scénario, et là, je peux vous dire qu'on va aussi se régaler avec la réalisation. Comme le diraient si bien nos amis TikTokers masculins, enfin les TikTokers quoi, il faut en avoir dans le pantalon pour accepter de passer derrière une référence du cinéma d'action comme John Woo. Heureusement, Universal a de la ressource et de l'idée et vont chercher un autre réalisateur étranger, venu cette fois d'Europe, qui a déjà fait ses preuves sur des burnages vidéo estampillés WWE comme The Marine 2, 12 Rounds Reloaded, The Condemned 2, et aussi d'autres suites de franchises comme Death Race 2 et 3, Le Roi Scorpion 3, En Territoire Ennemi 4, Opération Congo. Et cet homme prévidentiel
qui a vu du pays est hollandais, il s'appelle Roel René. Un personnage sympathique et débrouillard qui assure lui-même la direction de la photo et en profite pour mettre en avant au maximum ses décors naturels thaïlandais. Avec 20 jours de tournage, il a peu de temps pour peaufiner ses effets et poser une vision d'auteur, mais le bonhomme connaît son métier et enchaîne les morceaux de bravoure à une cadence qui impose franchement le respect. C'est généreux en bagarre, en course-poursuite, en explosion, en action, mais dans le même temps, la durée de 1h45 joue clairement pas à l'avantage du film et on subit parfois quelques inégalités de rythme bien dommageables. On a par exemple une scène de combat sur un camion entre les personnages féminins Sofia et Ta, qui est très vite expédié, surcuté et surtout cadré au-dessus de la taille, probablement pour limiter le recours à des doublures. Résultat, c'est une des scènes les plus moches et les plus gênantes du film, qui pourtant dégage quelque chose de jouissif dans sa générosité, au-delà de ses moyens et de ses compétences. La coordination des combats a par ailleurs été confiée à l'Ivoirien Eric Culé, un cascadeur qui a beaucoup travaillé en France sur des films comme Banlieue 13 Ultimatum, La Horde, ou encore plus récemment L'amour ouf ou K.O. Sorti sur Netflix. La musique de Jack Wall, compositeur de jeux vidéo, pompe allègrement la partition de Brad Fiedel sur les Terminator, tandis qu'on voit également des colombes apparaître sans aucune raison, si ce n'est de rappeler que le premier film avait été réalisé par John Woo. Mais bon, après tout, est-ce qu'on est à ça près ? Franchement, je sais pas comment va tourner le combat. Victoire, défaite, mais t'es un frère pour moi. Tu seras toujours le bienvenu dans la baraque sur la plage. Quelle baraque sur la plage? Celle que je vais m'acheter quand je t'aurai mis la honte sur le ring. Et si c'est moi qui te mets la honte? Dans ce cas, c'est toi qui m'achèteras la baraque. Un souvenir de toutes ces heures passées à s'entraîner sur le ring. Mais ça a payé. Johnny. Soyons honnêtes, ce qui nous est donné à voir à l'écran, c'est clairement parfois très proche du nanar, je vais vous l'accorder, mais ce n'est pas seulement lié à la réalisation. Je vais d'ailleurs y revenir juste après. Mais quand même, les décors, la lumière naturelle, les différents morceaux de bravoure rendent l'expérience vraiment fun à l'image. Alors pour Roel et sa double casquette de réalisateur-directeur photo, je vais accorder une belle note réalisation à 3 sur 5. Et comme il faut de grands acteurs pour faire de grands films et inversement proportionnel, passons donc en revue les membres principaux de ce casting de Chasse à l'homme 2, avec tout d'abord la débutante Han Truong, qui donne ce qu'elle peut, même si elle sent que la bagarre c'est pas trop son truc. Vous avez pu la retrouver plus tard dans la série live-action adaptée de Cowboy Bebop, ou dans le film The Reef 2. Dans le rôle du chasseur matador, on retrouve l'Australien Adam Sanders, que l'équipe de casting est allée récupérer dans des séries locales se déroulant systématiquement sur une plage, et qui en fait tellement des caisses dans son appropriation culturelle hispanique que ça en deviendrait presque réjouissant. L'homme de main est interprété par le néo-zélandais Temuera Morrison, un acteur avec un long pédigré qui a démarré dans les années 80 et que vous avez pu croiser dans Barb Wire avec Pamela Anderson, mais surtout Speed 2, Vertical Limit ou Star Wars Attaque des clones. Un univers d'ailleurs qu'il ne quittera jamais vraiment, puisqu'il va y enchaîner les voix et les petits rôles dans les jeux et les séries de la franchise. Il est là pour faire le job est fait, sans passion vraiment, mais toujours avec professionnalisme. Mais venons-en aux deux gros morceaux de ce casting. Tout d'abord, le grand méchant du film, Jonah Aldrich, sorte de version low cost du Émile Fouchon du premier film, qui est incarné par l'inévitable Robert Knepper, un autre acteur à la filmographie imposante que vous avez forcément déjà croisé quelque part, très probablement en bad guy de service, dans des films comme Transporter 3, Hitman, La Mutante 3, Hunger Games, ou même en Frank Sinatra dans le biopic Clo-Clo de Florian Emilio Siri. Mais la plupart d'entre vous le connaissent surtout pour son rôle de l'infâme T-Bag dans la série Prison Break, que je n'ai personnellement jamais regardé. Autant vous dire qu'il n'a pas à forcer pour représenter le mauvais de service, mais qu'on ne peut s'empêcher d'y voir encore une fois un calque de l'interprétation de Lance Henriksen dans le premier film, déjà pas la palme de la subtilité. Et puis enfin, nous arrivons à Rona. Rona Mitra, tout en surjeu, en sourcils froncés et en sourire botoxé. Rona Mitra, c'est un peu l'actrice à laquelle on fait appel quand Kate Beckinsale refuse. C'est d'ailleurs elle qui prend la relève dans Underworld 3, sûrement le meilleur de la série, j'en suis sûr. Elle a surtout été la tête d'affiche de l'incroyable Doomsday de Neil Marshall, ce film zoombesque qui m'avait procuré beaucoup de plaisir, moi, en tant que spectateur. Dans Chasse à l'homme 2, Rona, elle tente de prendre la lumière, de se faire la plus badass possible, à un point tel que ça en devient clairement drôle. On ne sait pas si elle est limitée par ses propres capacités ou simplement trop blasée d'être là malgré son temps d'écran finalement réduit, mais en tout cas, si comme moi ce genre de prestation vous fait marrer, vous allez vous régaler. Bien, je vais te présenter. Seigneur Esparto, le torero le plus célèbre d'Espagne. À lui tout seul, il a tué plus de bêtes qu'un abattoir. Ce sera un véritable honneur de vous voir dans l'arène, Monsieur Baylor. Les Imling du Texas. Jacob et son fils Tobias. Un père et son fils, ils sont tellement proches.
T'as de la chance, mon vieux. Avec mon père, j'avais droit qu'au fast-food. Nom de Dieu de merde! T'es Wes Baylor, le criminel! Non, mon nom sur le ring, c'était le geôlier. Non, pas après ton dernier combat. Avec mon fils, on était là. Putain, t'es assuré, laisse-moi te serrer la pogne. On était plus grands fans. On se refait pas, Zimling a le cœur sur la main. Ah, mademoiselle Sophia. Héritière de la 3e fortune pétrolière du monde, son père lui a également donné sa passion de la chasse au gros gibier. Maintenant, elle en chasse des encore plus gros. Mais c'est un sujet sensible. On navigue donc quand même pas mal en roue libre, voire en roue arrière et à contresens, mais cela ne vient que renforcer le divertissement total et décérébré. Donc malgré toutes les limites, j'ai envie d'encourager tout ce beau casting en leur offrant la moyenne avec un joli 2,5 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Bon, qu'en est-il de notre si cher Scott, hein. Comme je l'ai dit en préambule, il a longtemps repoussé l'échéance, trop effrayé à l'idée de reprendre l'un des meilleurs rôles de son héros de jeunesse, qui plus est sans avoir des moyens suffisamment sur la table. Le gros chèque proposé aura finalement raison de sa crainte, et Scott va comme à son habitude tenter de s'investir au maximum. Il va proposer d'apporter des modifications au scénario, mais sera gentiment reconduit par Universal, qui n'a qu'une envie, boucler rapidement son produit. Pas vraiment dirigé, il va donner tout ce qu'il sait faire, mais échoue clairement dès qu'arrive une scène un tant soit peu dramatique. Rassurez-vous, dès qu'il y aura de la bagarre, tout ira mieux, même si on commence à être un peu sur des rails côté chorégraphie de combat. Enfin, je vous dis ça, mais il faut quand même souligner qu'on a le droit à une autre forme de MMA, à savoir le grappling, donc des prises d'immobilisation et de soumission au sol. Alors c'est un peu moins cinégénique que le striking, qui va lui utiliser plus des techniques de pied-point, mais ça a le mérite de nous montrer encore une autre facette de ses capacités martiales. On comprend sa crainte initiale de passer derrière JCVD et son mulet, et le rôle qu'il lui a offert est clairement moins iconique, mais peut-être plus généreux en tatane, c'est déjà ça. Il est revenu à lui. Le voilà. Non. Viens là, raconte-moi ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est la femme. C'est elle qui a fait ça. Tu as laissé une fille trucider ton père. Quelle honte. Écoute-moi, ton père a déboursé une fortune pour qu'il te pousse enfin des couilles. Alors pas question de le décevoir. Tu veux tuer ces gens, n'est-ce pas? Non, je veux pas. Je veux tuer personne. Répète-le. Je veux tuer ces gens. J'entends rien. Je veux tuer ces gens. Rien. Je veux tuer ces gens, merde. Conviction. Je veux tuer ces bâtards. Un rôle alimentaire, donc rien de nouveau dans son jeu, mais un tout petit peu plus dans ses combats. Un rôle pris au sérieux, mais malheureusement mal dirigé. Une performance moyenne avec un tout petit peu de plus, pour laquelle j'accorderai un 3,5 sur 5. Et avec ses 11 sur 20, Chasse à l'homme 2 arrive dans un embouteillage compris entre la 6e et la 9e place. Et très clairement, je me suis tellement régalé que je vais le placer en tête de peloton devant Expendables 2. À la 6e place. Non mais vraiment, si vous voulez passer un bon moment tout en ayant conscience de la bêtise que vous regardez, je vous invite à voir ce film. Faites-moi vraiment confiance. Ou pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui rehausse un petit peu le niveau et le classement, puisque je rappelle, le Undisputed 4 vient piquer la 2e place du classement au 3e volet de la saga, qui complète donc le podium toujours dominé et de loin par Universal Soldier 4, tandis qu'Eliminators atteint finalement la 11e place, après que la pépite Chasse à l'homme 2 ait atteint la 6e place de ce classement, toujours terminé par les ignobles Rikill, Zéro Tolérance et Pit Fighter. Dans le prochain épisode que j'espère pouvoir vous proposer à la rentrée, nous devrions traiter du Doctor Strange, de Chien Sauvage et de American Assassin, sous couvert de nouvelles découvertes sur la date de production, comme ce fut le cas aujourd'hui pour Eliminators. Voilà, donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager, à réagir sur les plateformes, à commenter sur les réseaux et à vous abonner à nos émissions. Vous pouvez également retrouver, si j'ai bien mis à jour, le classement complet sur la page Sens Critique du podcast. J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien en description. Voilà, ainsi s'achève notre épisode. On se retrouve au plus vite pour le prochain. En attendant, vive la bagarre!